Amis camping-caristes, bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis revenu chez moi. Donc j'ai passé 6 semaines avec mon épouse en Écosse. J'ai fait pas mal de mesures en Écosse liées à tous mes essais précédents que j'avais fait à la maison sur les différents convertisseurs. J'ai également passé quasiment 2 mois en baie de Somme. Et j'ai fait une petite vidéo sur des promenades directement dans la baie sur le sable avec les fatbacks. Et suite à ça, vous avez été nombreux à me demander combien de kilomètres je faisais avec les vélos. Alors, je vais vous répondre à cela. Et également, quelle est l'autonomie du camping-car en électricité en prenant en compte la charge des vélos. Donc, globalement, je vous dirais que c'est comme le fût du canon. Le temps de refroidissement du fût du canon de Fernand Reynaud, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et au niveau des distances, eh ben, ça va être une certaine distance. Voilà, donc deux choses. L'autonomie des vélos, vous expliquer pourquoi il est très difficile de répondre. Et la charge des vélos, ça va aussi dépendre de comment on a vidé les batteries. Est-ce qu'on les a vidées à 100%? Est-ce qu'on recharge une batterie ou deux batteries? Et ça se cumule à la consommation, bien sûr, journalière que j'avais mesurée sur mes différentes vidéos. Voilà, donc on va passer déjà dans un premier temps sur l'autonomie en kilomètres que je peux faire avec les vélos. Alors pour commencer, déjà quand vous achetez un vélo électrique et vous consultez, vous allez voir dans les documentations sur internet, les constructeurs ou les distributeurs vous donnent des autonomies complètement farfelues. J'ai même vu des 150 km avec une batterie de 16 ampères-heure. Quoique 16 ampères-heure tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas, comme dans le secteur automobile, des normes comme le WLTP, qui est une norme européenne qui définit des types d'essais, c'est-à-dire on roule tant de kilomètres à telle vitesse et ainsi de suite, pour pouvoir dire, voilà, le véhicule consomme en moyenne, ça dépend un peu de beaucoup de choses, mais ça consomme en moyenne, selon nos essais, tant de litres au 100 km. Ça n'existe pas pour les vélos. Pour les vélos, il y a plein de choses qui, comme sur une voiture d'ailleurs, qui rentrent en ligne de compte. Et le plus important, c'est le poids du cycliste. Alors si vous prenez mon poids à moi, je fais 130 kg, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de vélo. Si je pars en promenade, avec ma petite fille qui pèse la moitié de ce que je pèse, et qu'on va faire une promenade, quand on va rentrer à la maison, moi je vais avoir consommé 50% de ma batterie, et elle, il va lui en rester encore 70 à 80%. Sur le même parcours, sur la même vitesse, sur la même assistance électrique. On a des casques communicants, et quand on se promène, on se dit toujours avec les autres cyclistes qui sont avec moi, on se met en assistance 2, on se met en assistance 3, et puis quand on arrive, il y a des différences de consommation énormes, et c'est essentiellement lié au poids. Maintenant, si on fait abstraction du poids, plus vous allez monter dans l'assistance facile, c'est-à-dire assistance 5 par exemple, si ça va de 1 à 5, plus vous allez consommer. C'est logique, et moins vous allez faire de distance. Après, vous avez la température extérieure. Les batteries, ils n'aiment pas le froid, par exemple. Donc l'hiver, vous allez faire moins de distance que l'été. Et il y a le relief. Alors, le relief, je vais vous faire... Alors, il y a un petit truc amusant que je me suis amusé à faire, que vous allez voir à l'écran. À côté de chez moi, il y a une une côte qui s'appelle la côte des Princes. C'est la côte la plus difficile du Val d'Oise. Elle est à côté de l'abbaye de Royaumont, en forêt de Carnel. Il y a une inclinaison de 17% pour un dénivelé de 165 mètres. Et moi j'habite en bas de cette côte. Et souvent, quand on part, on prend cette côte-là pour monter en forêt de Carnel, pour aller faire du VTT en forêt. Et pour une inclinaison de 17% et une hauteur de 165 mètres, l'hypoténuse du triangle rectangle nous donne 970 mètres.
Quand on monte ces 970 mètres, arrivé en haut, admettons qu'il me reste à moi 70%, à ma petite fille 90%, c'est clair. C'est un exemple. Hein. Ça, c'est quand on monte. Maintenant, si on redescend à la maison, donc on redescend à la maison, on se laisse descendre le long de la pente. Arrivé en bas, j'ai toujours mes 70% parce que je me suis laissé glisser. Et la distance parcourue, c'est-à-dire l'aller et le retour, ça fait 2 fois 970 mètres. C'est pas plus compliqué que ça. Voici la distance donc parcourue avec une inclinaison de 17% aller-retour. Le lendemain, je fais le même parcours, du moins à l'aller. Je reprends ma côte des Princes à 17%, je fais ma montée de 970 mètres, mon dénivelé de 165 mètres. Par contre, arrivé en haut, j'ai toujours mes 70% de charge batterie, hein, bien sûr, mais je décide de revenir par un autre chemin. Donc je reviens par un chemin dans la forêt de Carnel que j'ai l'habitude de prendre, avec une inclinaison bien plus faible de 5%. Et que me dit l'hypoténuse, que si je prends une pente à 5%, je vais faire 3300 mètres sur le retour, que j'additionne aux 970 mètres de l'aller. Je vais avoir parcouru, donc ce jour-là, 4270 mètres, c'est-à-dire 2,2 fois plus que la veille, en montant la même côte, la même inclinaison, la même altitude, mais simplement en revenant par une autre route. Tout ça pour dire qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, tout simplement. Enfin, un dernier élément qu'il faut prendre en considération, c'est la nature du terrain. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite en baie de Somme, vous allez voir que pendant des périodes, je vais rouler sur du sable, hein, sur du sable molle, sec, où le vélo a tendance à s'enfoncer. Après, je vais rouler sur du sable humide, mais dur. Et ce qui est vraiment significatif, c'est qu'on s'approche de la mer et qu'on roule dans l'eau et que le sable est spongieux, et ben ça colle aux roues. Hein. On a beau avoir des pneus de 4 pouces, on sent que ça fait ventouse un petit peu au niveau des... Et là, la consommation, elle explose. C'est normal, ça fait partie des éléments du VTT, hein, c'est comme ça. Alors évidemment, après, il y a la puissance de la batterie, hein, c'est-à-dire l'énergie qu'elle fait, hein, c'est-à-dire la tension par l'intensité. Je vais revenir là-dessus tout de suite après. Alors justement, concernant la puissance des batteries qu'on a sur nos vélos, on a des batteries de 14 ampères sous 48 volts. Donc, ce qui nous fait qu'on a 672 Wh d'énergie stockée dans les batteries de ce VTT. Alors, tout ça, ça ne vous donne pas l'autonomie. Qu'est-ce que je peux vous dire? En baie de Somme, c'est plat. Si je me mets en assistance 3, l'assistance moyenne, avec mon poids de 130 kg, je vais faire en 70 km. Et si c'est ma petite fille, elle va en faire 20 km de plus, je pense, avec un poids de 60-70 kg. Voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée, mais c'est juste un ordre d'idée parce que, comme vous avez vu, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, si on revient à la charge de ces vélos. Dans le camping-car, j'ai mis des convertisseurs DC-DC. C'est-à-dire que je peux charger les vélos à partir du 12 volts. Alors c'est important parce que si vous regardez mes vidéos, alors l'ancienne vidéo, c'était la vidéo numéro 7, vous allez pouvoir voir que si on charge avec un convertisseur 12 volts qui fabrique du 220 volts, donc ça consomme, il y a l'effet Joule. Après, à partir du 220 volts, vous le retransformez en 50 volts ou 48 volts de charge. Toutes ces conversions-là fait que ça consomme de l'énergie. Et globalement,
la surconsommation avec un convertisseur, en passant par du convertisseur qui fait du 220 volts, vous perdez 10%. Par contre, le convertisseur DC-DC, à lui seul, déjà, ça tourne autour des 20%. C'est-à-dire que mes 672 watts de la batterie que vous voyez derrière, quand je le charge sur le 12 volts, ça se convertit en 806 Wh à peu près. Si vous divisez ces 806 Wh par 12 volts, admettons que ça soit 12 volts, des fois c'est 13 volts, on peut prendre 13 volts aussi avec les batteries lithium, enfin prenons 12 volts. On se retrouve avec une charge complète sur les deux vélos. J'ai besoin de 134 ampères, vous voyez ? Autonomie, là, autonomie. Et là, j'ai pas encore utilisé, enfin calculé là-dedans, ma consommation moyenne journalière qui était de 70 ampères. Si vous regardez mon ancienne vidéo, hein, en Écosse, je consommais en moyenne 70 ampères par jour. Et ça, c'est sans chauffage, sans frigo à compression. C'est simplement le PC, la télévision, l'éclairage, la pompe et le respirateur, qui n'est pas négligeable. Tout ça fait que je consomme 70 ampères. Alors évidemment, l'hiver, avec le chauffage, la ventilation, ça va consommer plus. Je ne parle même pas si je mets un frigo à compression. Et la clim, alors là, c'est même pas la peine. Donc, quand j'additionne les 134 ampères, si je vide entièrement mes deux batteries que je dois aller recharger, plus les 70 ampères de consommation, et bien là, on arrive à plus de 200 ampères. Vous voyez ? Donc, l'autonomie du camping-car avec 200 ampères, moi, j'ai qu'une batterie lithium de 150. Je pourrais mettre une deuxième batterie lithium, j'ai la place d'ailleurs, pour atteindre les 300 ampères. Donc, ça veut dire qu'en une journée, si je vide entièrement mes batteries, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, heureusement, il me restera quelques cinquantaines d'ampères pour le lendemain. Alors après, si on veut recharger ça avec des panneaux solaires, 200 ampères par jour avec les panneaux solaires, il va falloir être en été déjà, pas en hiver, et puis il va falloir de la surface. Hein. Donc l'autonomie, ça veut rien dire, en fait, tout dépend de la consommation qu'on a et de ce qu'on a pour recharger. En tout état de cause, avec des consommations comme ça, je doute fort que des panneaux solaires puissent compenser. Surtout si je rajoute un frigo à compression et si j'ajoute le chauffage en hiver, avec l'ensoleillement hivernal, bon, on n'a pas la pleine autonomie, c'est pas possible. Bon, enfin, il y a des gens qui le disent, hein. Bon, vous pouvez toujours les écouter. Moi, j'ai un projet pour mettre... alors déjà, là, je vais mettre sur mon camping-car comment ça s'appelle, un convertisseur pour les panneaux solaires, parce que j'avais pas un convertisseur de bonne qualité, donc je vais en mettre un, mais j'ai un panneau de solaire, alors je n'arrive pas à savoir si c'est 100 ou 130 watts. Enfin, en tout état de cause, en Écosse, ça donnait rien. Si de temps en temps, quand le soleil était juste au-dessus, j'avais 1 ou 2 ampères, ça durait jamais bien longtemps. Donc, je vais mettre un nouveau convertisseur, je vais voir ce que ça donne, et j'ai la place pour mettre 3 panneaux solaires de 220 watts. Crête. Et en perc, bon, que je mettrai en série pour gagner un tout petit peu, hein, des pouillèmes, mais même avec ça, ça passera pas, j'en suis sûr. Donc je vais voir, je ne suis pas sûr de le faire, d'autant plus que dans notre mode de vie, on se déplace tous les jours. Donc j'ai préféré mettre un booster puissant pour récupérer l'énergie du camping-car en roulant, plutôt que de mettre des panneaux solaires, parce qu'on reste jamais longtemps sédentaire. Voilà. Donc, je vais vous faire voir là tout de suite après, bon, quelques photos, quelques explications sur la charge des vélos avec les DC-DC. Alors, une petite info concernant le poids des batteries. Comme vous pouvez le voir sur la photo, une batterie pèse 3,5 kg. Ce qui veut dire qu'il est possible de partir avec un deuxième jeu de batterie
Dans le camping-car, bien sûr, ça ajoute du poids. Là, dans mon cas de figure, ça ajouterait pour les deux vélos 7 kg. C'est pas un problème de les transporter sur les vélos parce que ils ont une capacité de charge de 150 kg, j'en fais 130, bon 3 kg de plus, 3-4 kg de plus, ça change pas grand chose et même sur l'autonomie, je pense pas que par rapport au gain qu'on a, c'est pas négligeable. J'en ai commandé deux autres batteries parce qu'il y a une promotion en ce moment chez le revendeur. Et les batteries, ils étaient à moins de 300 €, à 299 €, donc j'en ai profité pour en acheter deux. Je ne sais pas si je vais les prendre dans le camping-car, c'est plus par ici, par chez moi, si je veux faire des grandes promenades, aller relativement loin. Sur le camping-car, je ne vois pas vraiment l'utilité, 70 km c'est déjà pas mal pour rayonner autour du camping-car. Voilà, 60-70 km, si c'est du plat, c'est à peu près, comme je vous l'ai dit, ce que je peux faire. Voilà, concernant la batterie. Maintenant, au niveau des charges. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos précédentes, ce que vous voyez à l'écran, c'est une colonne que j'ai fabriquée. Elle est placée juste derrière le siège passager, dans une petit emplacement qui n'est pas bien large, et j'ai fabriqué donc cette colonne en PLA avec mon imprimante 3D. Il y a tout un tas de portes, et dedans j'ai intégré trois convertisseurs. Deux convertisseurs DC-DC pour charger les vélos, et un convertisseur DC-DC pour charger les ordinateurs portables, avec un bouton qui permet de faire varier la tension de charge en fonction du PC qu'on a. J'ai plein d'autres choses dedans, et notamment tout un tas d'enregistreurs. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail pour les vélos, pour vous expliquer un petit peu ma philosophie à moi, c'est de mesurer et d'enregistrer d'une manière très précise ce qui se passe, pour pouvoir donner des bonnes informations. Et puis bon, c'est un peu, c'est une passion, et puis c'est aussi mon ancien métier, donc voilà. J'aime bien faire des mesures et des enregistrements. Donc ce que vous voyez à l'écran, on va faire un petit zoom sur la partie chargeur de vélo. Alors il y en a deux, mais on va faire un zoom sur un des deux vélos. Que voyons-nous? En partie gauche haute, l'interrupteur pour mettre sous tension le chargeur. Juste en dessous, vous avez l'écran qui affiche les données paramétrées pour charger les vélos. Je vais revenir là-dessus. Et les deux appareils de droite, c'est la consommation, la charge qu'on met dans le vélo, donc l'énergie qu'on charge. Et celui du dessus, c'est l'énergie qu'on consomme sur la batterie de la cellule. Donc on a des informations de tension, d'intensité absorbée, de puissance instantanée et d'énergie cumulée. Voilà. Et tout ça, c'est enregistré, bien entendu. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Donc le zoom sur l'écran du chargeur DC-DC, que voyons-nous? Déjà le réglage. En partie basse, là, je vais l'entourer, vous avez marqué 7 et 54,6 volts. Ça, c'est la tension qui est donnée sur votre chargeur de vélo pour charger les batteries. Donc si c'est écrit 54,6, c'est la valeur qu'il faut paramétrer dans le convertisseur pour charger votre batterie. Ça dépend des batteries, bien entendu, parce qu'il y a différents types de batteries avec des tensions différentes. Et le 2 ampères, c'est l'intensité de charge du vélo. Donc moi, j'avais 2 ampères. J'ai retranscrit ça donc dans le paramétrage du convertisseur. Donc je vais charger à 54,6 volts et 2 ampères constants. Alors, à gauche, vous avez CC. Ça veut dire courant constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système va maintenir le plus précisément possible 2 ampères de charge dans la batterie dans sa première phase de chargement. C'est-à-dire qu'il va faire varier la tension. Donc là, on voit sur la partie haute qu'on est à 53,1 volts pour 1,88 ampères. C'est-à-dire que la tension
va s'adapter pour pouvoir toujours envoyer à peu près 2 ampères dans la batterie. Ça, c'est courant constant. Et une fois qu'on va avoir monté en tension et qu'on va arriver aux 54,6 volts, là, on va passer dans la deuxième phase, c'est en tension constante. C'est-à-dire qu'on va maintenir les 54,6 volts et c'est l'intensité qui va chuter jusqu'à atteindre 0 et la batterie sera chargée. Donc là, pour l'instant, nous sommes en courant constant. On charge 1,9 ampères, 53,1 volts. On a la puissance de charge 99,97 watts et la tension au niveau de l'entrée du convertisseur, on est à 12 volts. Voilà, parce qu'on tire bien sûr sur la batterie de la cellule. Maintenant, si on regarde les deux enregistreurs de puissance, nous voyons donc sur celui du bas qui correspond au chargeur, qu'on charge à 1,99 ampères, c'est-à-dire quasiment les 2 ampères du courant constant, hein, qu'on parlait. On est à 49,74 volts, alors il y a une petite différence de mesure, qu'on consomme 98,9 watts, et que depuis que j'ai lancé la charge, on a consommé 39 watts heure, c'est-à-dire que là, on a démarré la charge en fait. Hein. Sur l'appareil du haut, c'est exactement la même chose, mais en amont du chargeur. Et que voyons-nous? Qu'on a 2,45 volts en tension et qu'on tire quasiment 10,88 ampères, c'est-à-dire 11 ampères sur la batterie de la cellule pour charger le vélo. Ça, c'est important. On tire 11 ampères pour charger un des deux vélos. Ce qui veut dire que si jamais les deux vélos sont dans la même phase de chargement, on va tirer 22 ampères sur la batterie. Donc on va partir de cet élément-là pour épiloguer sur les différents types de charges possibles avec les convertisseurs. Pour ce qui est de la charge des batteries de vélo, la solution la plus simple, c'est lorsqu'on est raccordé aux 220 volts. Alors si vous êtes venu avec vos deux chargeurs de vélo, si vous avez deux vélos, des chargeurs 220 volts, vous mettez sur les prises secteur, et là il n'y a pas de souci. Dans mon cas de figure, avec mes convertisseurs DC-DC 12 volts, moi je tire sur la batterie de la cellule. Ce qui veut dire que quand je me branche sur le 220 volts, d'un côté, j'ai mon bloc électrique. On a tous des blocs électriques comme ce qui est affiché à l'écran. Moi, c'est le modèle LMP 1218 PWM. Ce qui veut dire, tout est dans la référence. Alors, pilote, bon, ils font des beaux camping-cars, mais derrière, la technique, ils tirent les prix. Hein, parce que, déjà, PWM, ça veut dire qu'on charge avec le panneau solaire, avec un convertisseur PWM. C'est-à-dire, les anciennes générations, c'est ce qui explique pourquoi j'ai un rendement dégueulasse. C'est pour ça que je vais installer un MPPT. 12, ça veut dire 12 volts, 18 ampères. Ça veut dire que lorsque je suis branché sur le secteur, je charge mes batteries avec une intensité maximum de 18 ampères. Or, on a vu précédemment que lorsque mes deux vélos sont déchargés et que je suis en phase quasiment la plus puissante de charge, je suis aux alentours de 11 ampères par vélo. 22 ampères sur 18, je suis déficitaire quand je suis sur le secteur de 4 ampères. En moyenne, hein, ça je parle en moyenne, parce que les intensités de charge varient en fonction du moment où... de la période de charge du convertisseur. Mais quand même, je suis déficitaire dans une grande partie. Mais c'est pas trop grave, puisque on a tout le temps devant soi, la nuit, une fois que les vélos ils sont rechargés, ben voilà, on bascule avec 18 ampères pour charger le camping-car. Ça, c'est la solution la plus simple, sous 220 volts. Maintenant, si on est en mode sédentaire, sans 220 volts,
La solution qui serait le plus simple, c'est les panneaux solaires. Vu la surface du toit du camping-car, pour pouvoir, si on vide entièrement de batteries telles que je les ai sur mon vélo, j'ai besoin de 134 ampères heure par jour. N'est-ce pas? Plus ce que je consomme, allez, comme on a dit tout à l'heure, on arrive à 200 ampères. Je vois mal des panneaux solaires, même en plein été, donner 200 ampères jour. Parce que si vous sortez tous les jours, il vous faut 200 ampères. Alors, même si vous avez une capacité de 300 ampères heure en batterie lithium, vous allez tenir une journée, et le lendemain, déjà, vous êtes déficitaire. Donc, la solution des panneaux solaires, bah, je veux bien, je vais l'étudier, hein, mais j'y crois pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes panneaux solaires à la maison. J'ai 3 kW crête installés, bien orientés, bonne inclinaison. Eh ben, allez voir la vidéo, vous allez voir ce que ça donne l'été, l'hiver, parce que j'ai 3 années d'enregistrement, et là j'enregistre H24 aussi, hein, de la même manière. Hein. Toujours pareil chez moi, j'enregistre tout, et je fais des analyses sur du long terme. Donc les panneaux solaires avec des puissances pareilles, hein, je ne dis pas que les panneaux solaires c'est mal, hein, avec un bon MPPT et 220 watts sur le toit, ça suffit pour le tous les jours, à mon avis, mais dès qu'on commence à recharger des batteries de vélo, ça commence à faire lourd. Donc, panneaux solaires, j'y crois pas. En mode sédentaire, vous avez le groupe électrogène. Bon, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Hein. Les groupes électrogènes, ça fait du bruit, on emmerde tout le monde. Et puis là, il faut les laisser tourner 6 heures, le groupe électrogène. À peu près. Hein. Donc, c'est emmerder tout le monde pendant 6 heures. La pile FOI. Donc, moi, j'ai une pile FOI de 80 ampères. Ça suffit pas, hein, puisque 80 ampères en 24 heures. Donc sur 12 heures, je n'ai que 40 ampères, alors que j'en ai besoin de 134. Ou alors, il faudrait acheter une pile FOI très très grosse, très très chère, et en plus très fragile. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, où j'explique déjà que ça perd énormément en capacité de production au fur et à mesure que vous en servez. Hein. Au bout de 3000 heures, vous avez perdu, je crois, c'est 50% de la capacité avec une pile FOI. Et si vous l'emmenez en révision en Allemagne, ça vous coûte un bras. Là, dernièrement, elle est partie en Allemagne, ça a coûté 1500 €. Heureusement, elle était sous garantie. C'est la société qui m'a vendu le camping-car qui a payé, mais ils regrettent, hein, parce que normalement, ils enlèvent les piles FOI des camping-cars d'occasion pour pas justement avoir assuré ce problème de garantie sur ce produit. Donc, en mode sédentaire, c'est compliqué. En roulant. Alors moi, mon mode de voyage, c'est de rouler tous les jours un petit peu. Ou alors je peux rester 24 heures, une journée, si le spot me plaît bien, j'y reste une journée, et puis après le lendemain, je repars. La solution, c'est le booster puissant. Alors j'ai aussi fait une vidéo sur le booster 60 ampères, et ça, franchement, quand je roule, les vélos, c'est pas un problème. Alors, il faut rouler un minimum de temps, hein, mais ça délivre en moyenne, un booster de 60 ampères délivre en moyenne 50 ampères dès que vous roulez, quel que soit le régime moteur. Hein. En mode ralenti, vous produisez à peu près 40 ampères. C'est déjà beaucoup, hein, parce que j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi un camping-car ne serait pas un groupe électrogène. Il suffirait de le laisser tourner au ralenti, de délivrer 40 ampères pour recharger les batteries de la cellule. En sachant que laisser un véhicule au mode ralenti, c'est interdit en France. C'est interdit de le laisser stationner en mode ralenti. On peut avoir une amende. Donc la solution pour les itinérants, c'est vraiment un booster puissant. Et là, sur les 50 ampères en moyenne que va fournir dès que vous roulez le camping-car,
Vous en allez avoir 22 qui vont partir sur la batterie, les batteries des vélos, et puis le reste, ça va charger votre camping-car. Mais il faut pouvoir rouler tous les jours. Voilà ce que je peux vous dire. C'est des solutions qui sont à la demande un peu. Hein. Combien je consomme en dehors des batteries, quelles sont la taille de mes batteries, est-ce que je les vide entièrement, est-ce que je les vide à moitié. Vous voyez, c'est comme le fût du canon. Il faut un certain temps pour recharger. Voilà. J'ai fait une petite mesure que je vais vous passer tout de suite un peu derrière. C'est la récupération de chaleur sur ma colonne. Quand je charge les deux vélos, et ben, on a vu que la consommation des convertisseurs se transformait en chaleur. Ça s'appelle l'effet Joule. Et cette chaleur, on peut la récupérer pour chauffer le camping-car l'hiver. Par contre, ça chauffe le camping-car l'été. Alors là, il n'y a jamais de bonne solution pour tout. Prenez le bon côté de la chose. Quand vous chargez vos vélos l'hiver, eh ben, ça chauffe en partie le camping-car, mais de combien? Voyons ça. Alors, pour cette petite gymnastique intellectuelle sur l'effet Joule, regardons ma colonne. Vous avez 3 flèches jaunes. Il faut savoir que chaque convertisseur est équipé d'un ventilateur. C'est-à-dire que quand il se met en route, il commence à chauffer, il y a un thermostat qui enclenche le convertisseur. Les 2 flèches du bas, ce sont les convertisseurs pour les vélos, et la flèche jaune du haut, c'est le convertisseur pour le PC, hein, pour charger les PC à partir du 12 volts sans passer par le 220 volts. Juste à côté, ce qu'on voit, c'est un thermostat. C'est-à-dire que j'ai mis un thermostat. En cas d'élévation de température, j'enclenche un ventilateur d'extraction. Le ventilateur il est placé au niveau de la flèche rose. C'est-à-dire que quand la chaleur monte dans la colonne, j'enclenche le ventilateur et j'extrais l'air chaud de la colonne pour favoriser le refroidissement. Et on va regarder cette quantité de chaleur, comment on peut estimer sa valeur. Souvenons-nous de mes appareils de mesure. L'appareil du bas, on voit que 98,9 watts, c'est l'énergie que produit le convertisseur pour charger à un instant T, pour charger le vélo. Au-dessus, nous avons 135,4 watts. C'est la quantité d'énergie qu'a besoin le convertisseur pour charger le vélo, qui est tiré sur la batterie 12 volts. Et la différence entre les deux, c'est l'effet Joule. Hein. L'effet Joule, dans ce cas de figure, c'est 36,5 watts. Donc, quand je charge un vélo, je dégage, à ce moment-là précis, hein, parce que la quantité de chaleur peut varier en fonction de la phase de chargement, puisque là, on voit qu'on a 2 ampères, mais on n'a que simplement 49 volts. Alors que si on monte jusqu'à 56 volts, la quantité de chaleur sera plus importante, bien sûr. Donc la différence des deux sur ce vélo-là nous donne 36,5 watts. Si j'ai 2 vélos dans la même phase de chargement, je vais dégager 73 watts. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré les températures et le débit d'air. Et j'ai contrôlé ce que donnait l'énergie rejetée. Évidemment, on pourrait se contenter de la mesure de ces 2 puissances, et pour calculer la quantité de chaleur rejetée par effet Joule, mais nous allons utiliser une autre méthode sur un autre moment de la journée, hein, ça ne sera pas ces valeurs précédentes-là, mais je vais vous expliquer le cheminement intellectuel avec un débit d'air et un réchauffement d'air sur le débit d'air. Donc dans un premier temps, il faut connaître le débit d'air. Donc moi, mon ventilateur, je l'ai acheté chez Amazon, il fait 28,9 mètres cubes. Je l'ai contrôlé avec un anémomètre et c'est très précis quand même, c'est relativement précis. Donc on a bien les 28,9 mètres cubes. Après, il faut mesurer les températures.
Donc, comme vous le savez, dans mon camping-car, j'ai 12 thermomètres hygromètres qui mesurent et enregistrent des températures un peu partout dans le camping-car. Là, c'est la température qui rentre dans la colonne, et on voit qu'elle est à 20,93 degrés et 52,70% d'humidité relative. Donc, à partir de ces éléments-là, on connaît la température d'entrée d'air et l'hygrométrie. Je mesure également, on verra ça plus tard, la température en sortie de ventilateur, la température de l'air réchauffé. Et on va donc calculer quelle quantité d'énergie de chaleur qui est dégagée. Première chose à faire, c'est tracer le premier point. Alors là, j'ai utilisé le diagramme de l'air humide. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois dans des vidéos. Je crois que c'est les vidéos 3 et 4. La 3, ça parlait de... Je me souviens plus trop. Ah oui, des rafraîchisseurs d'air adiabatiques. J'expliquais le fonctionnement de ce type de refroidisseur d'air et ses limites, surtout quand l'humidité relative est très importante, l'inefficacité de ces appareils-là pour rafraîchir un camping-car, sans parler du fait que ça amène de l'humidité. J'ai fait une autre vidéo sur comment dire, l'hygrométrie au niveau de la condensation sur les parois. Voilà, donc si vous vous intéressez à ça, je vous invite à aller les voir. Donc ce ventilateur-là, quand on trace le point, on peut connaître le poids de l'air. Ici, le poids de l'air est d'1,195 kg par mètre cube. Comme on véhicule 28,9 mètres cubes, on sait quel est le poids de l'air véhiculé toutes les heures par le ventilateur. Là, c'est 34,53 kg. Le diagramme de l'air humide nous permet aussi de connaître la quantité de chaleur. Alors, j'ai tracé les 20 degrés 9. J'ai tracé aussi la ligne verte, l'hygrométrie relative. Et en prenant la ligne rouge, qui suit donc parallèlement toutes les petites lignes vertes, on tombe sur la quantité de chaleur en kilojoules par kilogramme d'air. Hein, les fameuses quantités de kilos d'air qu'on véhicule dans le ventilateur. Et bien là, on sait quelle énergie à 20 degrés on véhicule. Hein. Donc c'est 40, bon, je vois assez mal, mais c'est 40 kilojoules par kilo. Après, je trace le point avec la température de sortie d'air au niveau de la chaleur, hein, de l'air rejeté. Donc l'air rejeté sort à 36,8 degrés et 21 degrés d'humidité relative. Je l'ai tracé sur le diagramme, c'est le petit point rouge de soufflage qu'on voit juste à côté. J'ai fait après... Alors, attendez, parce que là, je ne vois pas. J'ai fait après le calcul de la quantité de chaleur rejetée, qui est de 57,85 kJ par kilogramme. Je m'excuse, il y a une sirène derrière. Ensuite, on fait la différence des enthalpies, hein, donc les 41,6 moins les 57,85, ça fait 16,25 kJ par kilogramme d'air, qu'on multiplie par la quantité de kilos d'air véhiculés par le ventilateur, donc les 34,53, et on a une quantité d'énergie de 561 kJ par heure. Alors, ça ne parle pas beaucoup, 51,61 kJ. Voilà, là je mets la conversion, ce qui représente 155,83 Wh. Voilà, donc dans ce cas de figure-là, avec les mesures que j'ai faites et le ventilateur d'extraction, toutes les heures, c'est l'équivalent d'un petit radiateur de 155 watts qui chauffe la pièce. Alors ça la chauffe l'hiver, c'est parfait, mais ça le chauffera aussi l'été. Et ça, c'est à un moment donné.
Hein, la quantité de chaleur varie de l'effet Joule en fonction de la quantité d'énergie qu'on demande pour charger la batterie à l'instant T. Mais c'est une gymnastique d'esprit. Et puis voilà, ça me fait plaisir de retravailler un petit peu sur tous ces éléments-là et de vous le faire partager. J'espère que ça vous a plu. Toutes ces choses-là, les diagrammes de l'air humide, je vais les réutiliser quand je vais aborder la climatisation. Alors la climatisation, c'est un gros dossier. Je travaille dessus depuis déjà plusieurs jours. C'est assez long parce que je demande des informations à des fournisseurs, hein, des gens comme Carrier et d'autres. Et voilà, je vais vous faire un petit bilan de ce qu'on peut faire avec les possibilités de climatiseur, voilà, dans un camping-car, parce que je vois beaucoup de choses, les climatiseurs avec des gaines qu'on met comme ça pour rejeter l'air chaud dehors, les trucs sur roulette. Il y a l'EcoFlow aussi, beaucoup de gens me demandent ce que je pense de l'EcoFlow. Et puis il y a le climatiseur classique qu'on met sur le toit du camping-car ou en soute. Voilà, donc j'expliquerai déjà le circuit frigorifique, les différents types d'appareils de climatisation. Et après, on va parler bilan énergétique, et puis les capacités réelles de refroidissement de tous les modèles, enfin de tous les modèles, des familles de modèles, les uns par rapport aux autres, les avantages et les inconvénients. Là, c'est un très gros dossier. Bon, bah, on en reparlera. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis comme d'habitude très bavard. Et puis je vous dis à la prochaine. Et portez-vous tous bien. Au revoir.